Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Dans cette vidéo, on vous propose notre top 10 des plus beaux behemoths de Age of Sigmar. Oui, alors Yann et moi, on s'est amusés. On a essayé de faire un classement des 10 behemoths qui sont les plus beaux à notre goût. Et d'ailleurs, c'est à notre goût, hein, c'est la première mise en garde. C'est vraiment un classement qui est personnel. En fait, probablement que si on avait fait le classement séparément, Yann et moi, on ne serait même pas arrivés tout à fait au même résultat. On s'est entendu finalement pour une liste de ce qui nous semble être le mieux. On s'est basé sur la beauté du sculpte, selon nous, de la sculpture. Et on s'est basé aussi sur le facteur épée. On s'est demandé quand la figurine est sur le jeu, à quel point là, elle domine le champ de bataille, à quel point elle est impressionnante. Et on s'est basé aussi sur le respect de l'histoire. Certaines figurines traduisent bien dans leur sculpture ce qu'ils sont supposés représenter dans l'histoire, peut-être mieux que d'autres. Fait que ça aussi, ça a influencé notre choix. Tout à fait. Et les figurines qu'on va vous présenter à l'écran ont été peintes par différents peintres. Donc, les crédits peinture et les liens pour leur compte Instagram ou Facebook se trouvent là dans la description de la vidéo. Donc, je vous invite à aller voir leurs œuvres. Alors, avant de débuter le top 10, on tient à vous dire que les choix ont été particulièrement difficiles dans certains cas. Donc, après la présentation du top 10, on vous présentera les quelques figurines là, qui sont passées tout près de faire partie du top 10, mais qui, pour une raison ou une autre, ont été retranchées. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Alors, en 10e position, on commence avec le Mega Gargant, et plus spécifiquement le War Stomper, qui des trois est le plus joli à notre goût. C'est une figurine qui est sortie récemment. C'est un des derniers behemoths que Games Workshop a sorti. Ça a été controversé. Certains n'aiment pas beaucoup le style qui ressemble au style des anciens Gargant, mais moi, ça a joué en leur faveur. Je trouve que Games Workshop ici s'est dépassé. Ils ont pris un ancien modèle qui n'était pas particulièrement joli et ils en ont fait une pièce qui est énorme, qui respecte le style, mais tout en étant nettement plus joli. Il y a une quantité de détails sur les Mega Gargant qui est hallucinante. J'aimerais me procurer une boîte juste pour avoir toutes les pièces qu'il y a dedans qui peuvent servir à monter plein d'autres figurines, à faire plein de petites conversions. Écoute, une figurine qui est capable de regarder dans les yeux Archon, pour moi, il fallait que ça fasse le top 10. Absolument, le facteur épique est certainement là. Puis comme tu le soulignes, hein, les anciens, le vieux modèle des Gargant, les Man-Eater Gargant, on leur reprochait notamment d'être trop minces, trop maigres, donc trop chétifs pour des géants, ils n'en imposaient pas. Alors là, comme tu le soulignes, avec le War Stomper et les Mega Gargant, ils ont gardé les mêmes airs de famille, mais tout en les rendant beaucoup plus massifs, beaucoup plus costauds, beaucoup plus impressionnants. Donc, c'est vraiment une belle réussite puis un beau rattrapage de ce côté-là. Puis on a vu des travaux de peinture, hein, des gens qui ont fait des peintures hallucinantes là, sur les Gargant. Beaucoup de détails sur la sculpture. Comme on peut le voir à l'écran là, depuis tout à l'heure, il y a vraiment des gens qui ont fait des œuvres impressionnantes là, sur le Mega Gargant. Alors, c'était pour notre 10e position. Maintenant, en 9e position, on a le Mangler Squig. Alors, ce qu'on a aimé particulièrement du Mangler Squig, c'est vraiment l'aspect dynamique, l'aspect vraiment le mouvement qu'il y a dans cette figurine-là. On le sent vraiment en tourbillon avec les chaînes là, qui volent dans la frénésie meurtrière du Mangler Squig. La qualité de la sculpture aussi est vraiment intéressante. Donc, ils ont réussi à donner justement un dynamisme puis une morphologie un peu plus réaliste au Squig par rapport à l'ancien modèle. Donc, quand on compare le nouveau modèle du Mangler Squig à l'ancien modèle qui est en résine, où les deux Squigs ont un peu plus l'air des boules, vraiment, ils sont très sphériques. Là, il y a vraiment eu une amélioration. Donc, ils ont réussi encore une fois à reprendre un vieux concept, un vieux sculpte, garder les airs de famille, mais vraiment rehausser la qualité de la figurine et le réalisme aussi, en quelque sorte, pour autant qu'un Squig puisse être considéré comme réaliste. Donc, c'est vraiment une belle réussite de ce côté-là. Ils ont aussi réussi à conserver à la fois le côté loufoque des gobelins, une chose qui m'a vraiment attiré depuis Warhammer Fantasy Battle. Hein. Je joue les orques et gobelins depuis la 5e édition de Warhammer Fantasy Battle et j'ai toujours aimé le côté loufoque des gobelins. Et ils ont réussi à garder ça avec le Mangler Squig, avec les gobelins qui tentent les grottes maintenant, qui tentent de chevaucher au péril de leur vie le Mangler Squig simplement pour le plaisir de participer au carnage. Je me suis toujours demandé comment ces Squigs
là pouvaient tenir sur le Mangler. Comment est-ce que, quand le Mangler charge, ils peuvent rester là, puis qu'ils pensent qu'ils font une différence. Moi, je trouve ça vraiment beau. Le simple fait que ces grottes-là aient un profil d'attaque qui est complètement ridicule, mais le côté loufoque est vraiment réussi, mais tout en ayant amené aussi un côté violent, sérieux, crédible. Donc, on voit la figurine, puis c'est pas juste une blague sur la table. Elle est amusante, mais elle est également imposante. On sent, c'est une figurine qui, avec son War Scroll, a un très beau profil d'attaque, et la figurine le rend bien aussi, rend bien la violence de ces bêtes-là. Donc, c'est vraiment une belle réussite, le Mangler Squid. On passe en 8e position avec une des figurines que j'aime vraiment beaucoup, le Léviadon des Idonettes, hein, la grosse tortue. Encore une fois, c'est une sculpture qui est magnifique. Beaucoup, beaucoup de détails dans la sculpture. Ça a permis des peintures qui sont hallucinantes. Hein. Vous tapez Léviadon, hashtag Léviadon, puis vous allez voir sur Instagram notamment tous les peintres qui mettent leur ouvrage là. C'est magnifique ce qui est fait. On parlait de l'aspect épique. Moi, je trouve que là, avec les Idonettes, vraiment, Games Workshop a vraiment montré qu'il s'enlignait vers la haute fantasy. Hein, on est sorti des elfes classiques. Puis l'idée d'avoir une troupe d'elfes qui a des harpons avec sur une plateforme qui est sur une grosse tortue qui flotte. Je veux dire, là, visiblement, il y avait quelque chose d'éclaté dans le concept. Là. Je pense que c'est la pièce centrale des Idonettes. C'est vraiment celle qui donne le ton à toute l'armée. Elle a à la fois le côté épique, la beauté de la sculpture. Pour moi, elle a tout pour elle, cette figurine-là. Absolument, c'est vraiment une autre belle réussite. Alors maintenant, en 7e position, on a un de mes grands coups de cœur, le Glutkin des Maggotkin of Nurgle. Il faut dire que je suis depuis longtemps un grand fan de Resident Evil et je trouve que le Glutkin me rappelle certains des monstres de Resident Evil. On dirait vraiment le résultat d'une expérience scientifique ou magique dans ce cas-ci qui a mal tourné. Je trouve que le monstre est vraiment effrayant. Il a vraiment l'air à la fois malade et à la fois puissant. On sent qu'il va avoir que simplement le regarder, le toucher ou respirer son odeur va nous faire défaillir. Il en impose aussi. Là, on voit que c'est une brute meurtrière. Et en plus, il est chevauché par un Blight King et un sorcier. Donc ça, je trouve que c'est aussi intéressant de ce côté-là. Donc ça donne aussi une dimension différente là, à la figurine. Mais vraiment, c'est le côté avec les excroissances, qui lui sortent du corps et tout ça. Là, moi, je trouve cette figurine-là superbe. En particulier, là, ça vient chercher le fan de Resident Evil en moi. Tu disais ça juste de s'approcher ou de respirer proche de lui risque de nous rendre malade. Un peintre que je connais ici qui me disait du Nurgle, tu sais que tu l'as bien peint quand les gens ont peur de toucher la pièce parce qu'ils ont peur de se salir. Puis je trouve que le Glutkin, c'est facile, je pense, d'en faire une peinture justement où ça va être un peu dégoûtant, mais en même temps très très bien fait parce que c'est dans l'esprit. Un de nos critères, c'est est-ce que ça respecte le fluff? Ben là, tout à fait, tu as un magicien qui a l'air malade sur le dessus, il a pas l'air de bien aller. Tu veux pas non plus qu'il te lance un sort. Tu as le gros guerrier qui, lui non plus, a pas l'air très très bien par-dessus. Ça fait un ensemble qui est assez chaotique, tout à fait dans l'esprit de Nurgle. Fait que oui, ça a sa place dans le top 10 selon moi. Ouais, il y a vraiment le facteur épique donc, qui est là. Hein, c'est une figurine qui est grosse, qui est imposante sur le champ de bataille. Et comme tu viens de bien l'exprimer, le facteur rendre le fluff, rendre l'histoire. Donc, c'est vraiment une figurine emblématique de ce qu'est Nurgle, donc qui rend à la fois ses sujets malades, mais ce don-là qui vient avec la maladie vient aussi avec des bonus, hein, beaucoup de puissance. Donc, on est vraiment dans la puissance maladive de Nurgle. Vraiment une belle réussite. Alors, on passe maintenant en 6e position et on parlait de figurines qui traduisent bien leur fluff. Ici, on a Catacross et là, c'est pas une figurine, c'est plusieurs figurines en une. À noter que Catacross n'est pas considéré comme un behemoth. Hein, quand on va dans War Scroll Builder puis qu'on le rentre dans la liste, c'est pas un behemoth. Il n'y a pas le mot-clé monstre non plus. Mais on l'a quand même inclus parce que visiblement, c'est la même stature en termes de figurines que celle qu'on présente. Alors, c'est un diorama à lui seul. Je pense qu'il ne pouvait pas ne pas être dans le top 10 juste parce que Games Workshop ici a vraiment essayé quelque chose de différent. On a Catacross, sa posture tellement arrogante, tellement sûre de lui. On voit ici le général tel qu'il est décrit dans les histoires, qui se tient en retrait, qui regarde la scène, qui donne les ordres. Et là,
ses suivants qui sont là autour de lui, ses conseillers qui sont là, celui qui tient le scroll d'ailleurs, le parchemin pour que Katakros lise. Je trouve que ça raconte une histoire, cette base-là, à elle seule. Fait que c'est une pièce, ben, je viens de commencer la peinture des Bones Reapers, je viens de commencer la collection de l'armée, puis c'est entre autres pour cette figurine-là qui est une figurine centrale magnifique. Vraiment une autre belle figurine et une des premières fois que Games Workshop fait une figurine sous le type diorama, comme ça. C'est vraiment, c'était un risque qu'ils ont pris, mais je trouve qu'ils ont su relever le défi là, de manière magistrale. Ouais, vraiment, vraiment. Puis bon, en plus de ça, là, on calcule pas les règles, mais les règles vont avec la figurine aussi, hein, fait que c'est vraiment intéressant. On arrive maintenant en 5e position avec un premier démon majeur dans notre liste, Kairos Fateweaver. C'est un démon majeur de Tzeentch. En fait, il y a 2 versions. On a la version avec juste une tête qui est la version non nommée et la version avec 2 têtes, Kairos qui est la version nommée. Nous, on a préféré la version à 2 têtes, la version nommée, pour l'esthétique simplement. Je trouve encore une fois, ça traduit bien Tzeentch. Hein, on voit qu'il y a quelque chose là de chaotique dans la posture même de la bête. Il y a quelque chose de chaotique. Des plumes, mais c'est clairement pas un oiseau aussi. Fait que la composition, elle est intéressante. C'est une figurine qui est incroyablement détaillée. Il y a des peintures incroyables. Les gens qui se sont amusés à peindre là, chaque plume une par une dans des couleurs différentes. Il y a moyen de faire quelque chose d'hallucinant avec Kairos. On veut pas l'affronter. On parlait du facteur épique, on voit là que c'est un démon majeur, on voit que c'est un autre niveau d'adversaire, il domine le champ de bataille par sa présence, je trouve vraiment superbe. Alors, parlant de démons majeurs, en 4e position, on a le Great Unclean One, donc une 2e pièce de chez Grand-Papa Nurgle. Donc ici aussi, c'est vraiment, d'une part, que la figurine est imposante, hein, le démon a l'air en obésité morbide, et aussi c'est une figurine qui rend, encore une fois, très bien l'esprit de ce qu'est Nurgle. Donc on est à la fois dans l'abondance et dans la maladie. Donc, la figurine de ce côté-là le rend très bien. Et le Great Unclean One, un peu comme le Mangler Squig et comme le Mega Gargant, on a vraiment eu une amélioration de la figurine. Là, si vous vous souvenez, les joueurs de Nurgle de l'époque de Warhammer Fantasy Battle, la figurine était beaucoup plus petite, beaucoup moins détaillée. Donc là, ils ont simplement repris le même concept avec le nouveau moule, la nouvelle sculpture, mais ils l'ont simplement grandement amélioré. Ils l'ont grossi, ils ont ajouté une foule de détails. Donc vraiment, encore une fois, Games Workshop a réussi à puiser dans son histoire pour vraiment évoluer vers quelque chose de mieux, d'amélioré. Donc c'est vraiment une réussite de ce côté-là, encore une fois. C'est intéressant comme modèle parce que on peut voir des peintures qui l'amènent vraiment vers un côté plus comique, hein, plus amusant, un Nurgle qui est plus joyeux. D'ailleurs, le sourire, c'est pour ça qu'on a choisi non pas la version nommé Rotigus, mais la version générique du Great Unclean One, parce qu'il y a un sourire. Il y a des gens qui ont fait une peinture plus claire, plus colorée. Et j'ai vu aussi des peintures beaucoup plus sombres, là, où on insiste plus sur les entrailles qui se déversent, où c'est plus dégoûtant, un peu plus repoussant. C'est vraiment intéressant de la dualité de Nurgle là, puis ça se traduit aussi dans les choix que les gens font quand ils peignent la figurine. C'est une belle grosse figurine sur le champ de bataille. Là. Ensuite, on rentre dans notre top 3. Et en 3e position, nul autre qu'Archon. Il fallait lui trouver une place à Archaon et on l'a trouvé à la 3e position. La figurine est magnifique, elle est gigantesque, elle domine, on vient parler des démons majeurs. Archon est dans le chaos et on voit qu'il domine même les démons majeurs. Il est plus gros, plus imposant. Pour ce qui est du côté épique, Archaon est imposant. Là, on le met sur le champ de bataille, sa base est grosse, la figurine remplit la base, ses ailes sont gigantesques, ça domine vraiment toutes les autres figurines, puis ça va avec l'histoire parce qu'Archaon, c'est celui qui domine l'histoire, hein, c'est le grand méchant du monde d'Age of Sigmar. Fait que tout à fait approprié, là, sa figurine. Puis Archon lui-même, moi personnellement, c'est la bête, je la trouve jolie, mais c'est principalement Archon que je trouve vraiment magnifique. Là. Son armure, elle est détaillée. Superbe figurine, encore une fois. Puis j'aime beaucoup aussi la pose qui est très majestueuse de la bête. Là. Je ne sais pas si elle est en train d'atterrir ou de décoller, mais la bête est dressée à la verticale, les ailes déployées. C'est majestueux, c'est imposant. Vraiment, c'est une figurine qui ne laisse personne indifférent là, sur le champ de bataille.
Non, non. Autant celui qui joue tripe à la jouer que celui qui l'affronte a peur de l'affronter. Là, c'est intéressant. C'est une belle figurine. Il lui manque malheureusement la tête de Slanesh, mais à l'époque où elle a été faite, ben, Slanesh était en prison, donc on ne pouvait pas avoir la tête de Slanesh sur la monture. Peut-être un jour une autre sculpture, mais ça va être difficile de faire mieux que celle qu'on a présentement. Alors, en deuxième position maintenant, on a nul autre que Moratti, évidemment dans sa forme de Shadow Queen. D'ailleurs, en 2018, il y avait eu un vote. Chaque année, Games Workshop invite ses joueurs à voter pour la Miniature of the Year, donc la figurine de l'année. Et en 2018, Moratti avait terminé deuxième derrière une figurine de 40K. C'est toujours une figurine de 40K qui l'emporte parce que le bassin de joueurs de 40K fait que le poids du vote va toujours aller en faveur d'une de ces figurines-là. Mais donc, elle avait été votée comme étant la plus belle figurine AOS produite en 2018 et avec raison. Encore une fois, on parlait de pose majestueuse dans le cas de Arkan. On a un peu le même genre de pose chez Moratti. Donc, les ailes déployées dans une posture guerrière. Là, elle pointe avec sa lance. Le visage à la fois sévère, mais à la fois magnifique. Hein, une espèce de beauté dure, enchanteresse typique donc des femmes elfes noires. Et la posture aussi, on a la queue qui est intéressante. Hein, il y a une pièce de terrain qui est une colonne brisée là, autour de laquelle la queue est enroulée pour tenir, puis pour qu'on ait vraiment le sentiment que Moratti est en vol. C'est vraiment, vraiment superbe. Ce que j'aime, comme tu le mentionnes, c'est ce mélange-là d'élégance, mais de puissance qu'ils ont pu lui donner. Si on compare avec Archon, qu'on a vu avant, lui, il est gros, il est massif, et c'est élégant quand il s'envole. Moi, je pense qu'il s'envole, je pense que la figurine s'envole, c'est les corbeaux qui s'envolent en même temps que lui. Mais il est gros, il est massif, il est imposant. Alors quand on arrive à Moratti, son corps est quand même plus élancé, mais avec les ailes qui sont déployées, le regard de Moratti, on a une figurine qui est tout aussi imposante, qui fait aussi peur, mais tout en ayant l'élégance des elfes. Je trouve ça vraiment, encore une fois, c'est vraiment bien réussi. C'était bien imaginé de la part des sculpteurs. Je voudrais aussi apporter l'attention sur son visage. Donc, il y a ce visage-là sur le plan du moulage est vraiment bien réussi. Les peintres peuvent s'amuser à faire des visages là, vraiment extrêmement bien réussis, extrêmement réalistes. Si vous allez justement sur Instagram là, chercher des photos de Moratti, vous allez voir des gens qui sont allés jusqu'à peindre du maquillage et tout ça. Là, donc, il y a vraiment là, une possibilité de faire ressortir ce visage-là pour que, malgré qu'il soit tout petit, par rapport à la taille de la figurine, ce soit un des éléments qui ressortent le plus de la figurine. C'est vraiment, vraiment une figurine qui offre un beau potentiel là, pour les peintres aussi. Là. Et finalement, en première position, à l'Ariel. Alors, c'est une figurine que j'aime beaucoup. C'est une figurine que toi aussi t'aimes beaucoup, que tu as d'ailleurs dans ta collection parce que tu joues Sylvanette. Quand on a passé de Warhammer Fantasy à Age of Sigmar, je me souviens d'ailleurs qu'Alariel a fait sujet de discussion entre toi et moi parce que les deux, on la trouvait vraiment belle. Puis c'était à savoir lequel de nous deux allait collectionner cette armée-là. Finalement, tu l'as eu, j'ai eu Archon en échange, j'en suis vraiment pas déçu, mais c'est vraiment une figurine qui nous a marqué, c'est une figurine qui est imposante, qui attire l'œil. Toi, pourquoi est-ce que tu l'aimes à l'Ariel? Oui, ben, en fait, puis d'ailleurs, peut-être pour noter, hein, c'est que comme toi et moi, on joue souvent ensemble, on prend soin de ne pas collectionner les mêmes armées là, pour pouvoir avoir la plus grande diversité à deux, voilà, même si on joue avec d'autres joueurs aussi. Elle est une des premières figurines qui est parue dans la gamme Age of Sigmar. C'est aussi une des premières figurines qui a clairement annoncé le virage High Fantasy. Qui faisait un peu rupture avec Warhammer Fantasy Battle. Parce que là, on a Alariel qui est monté sur un scarabée géant. Donc, c'est assez peu usité dans la fantasy classique, ce genre de monture-là. Et je trouve que c'est vraiment une belle réussite. La bête est crédible. Elle a l'air... elle rend bien, en fait, le fluff. Là, on voit vraiment que c'est une bête qui est naturelle, hein, qui est dans l'esprit de la forêt. Mais qui est massive, qui est forte, qui est dominante, qui est à l'image de la monture d'une déesse, de la déesse de la vie. Et Alariel elle-même sur la bête est absolument rayonnante, hein, elle est resplendissante, elle a vraiment une posture, une stature de déesse. Donc je trouve que sur le plan du rendu, là, c'est une réussite incroyable. D'ailleurs, souvent, ben, en fait, des fois, on va commencer à collectionner une armée, ce qui va nous attirer vers une armée, ça va être une pièce en particulier. Mais je n'ai jamais entendu aussi souvent des joueurs dire « Moi, j'ai commencé
à jouer les Sylvanettes à cause d'Alarielle. Donc, Alarielle a vraiment un succès auprès des joueurs qui est particulier. C'est une des raisons pourquoi on l'a choisi là, en première position du top 10, même si ça a été extrêmement difficile là, de choisir laquelle était la plus belle. Tu l'as mentionné, je pense, la monture d'Alarielle, le fait que ce soit un scarabée, il y a quelque chose là qui vient nous accrocher l'œil. Et ensuite, Alarielle elle-même, sa posture. On se souvient dans le lore, quand elle revient, elle est vraiment pas contente et ça se sent. Là, elle se tient majestueuse, mais on sent la colère de la déesse qui est sur le scarabée. Fait que c'est très bien réussi. Puis encore une fois, ben, c'est une figurine qui se prête bien à ce type de peinture. Il y a des gens qui l'ont peint un peu plus sombre, hein, comme la tienne, qui a l'air plus de s'ancrer dans le sol, dans la nature, et d'autres qui font le scarabée au contraire avec une peau plus éclatante, colorée, luisante. Fait que vraiment plusieurs possibilités de peinture là, pour ceux et celles qui aiment le peindre des figurines. C'est vraiment intéressant. Puis, comme pour Moratti, Alarielle peut être peinte d'une manière où même si elle est petite par rapport à la figurine, elle peut vraiment être l'élément qui ressort le plus. Et son visage aussi, encore une fois, donne la possibilité là, de la faire rayonner de manière exceptionnelle. On a vu des peintures là, du visage de Alarielle qui étaient vraiment resplendissantes. Donc, vraiment, encore une fois, les peintres peuvent s'amuser énormément avec cette figurine-là. Alors, c'est ce qui conclut notre top 10, mais on a quelques choix, quelques autres figurines dont on souhaite vous parler aussi, parce qu'il y a des figurines qui ont failli, qui sont passées très près de notre top 10, mais que finalement, on n'a pas retenu dans le top 10. Et Vincent, parmi ces figurines-là, il y a une de tes figurines favorites. En fait, il y en a deux que j'aime vraiment beaucoup, que j'avais mis et qu'on a discuté, mais que je suis d'accord de ne pas les avoir mis dans le top 10 tout à fait, mais qui étaient très très proches de faire la cote. La première des deux, c'est Nagash, le dieu de la mort. La figurine est haute, elle est imposante. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Mais on lui a reproché peut-être une posture un peu trop classique, là, le petit genou levé, un peu comme Superman qui s'envole. Bon, peut-être qu'il y avait quelque chose là. Il n'a pas l'air de flotter peut-être autant qu'on aimerait. Il a peut-être l'air d'être un peu assis ou un peu lourd, je ne sais pas. Un peu statique dans sa posture. Fait que c'est juste ça qui l'a empêché, mais ça demeure que c'est une figurine qui est magnifique. Là. Ça demeure qu'elle est intéressante qu'on le monte avec l'épée ou le bâton. Moi, je trouve le bâton est un peu plus gros pour un peu plus de place. Je le préfère. Mais qu'on le monte avec un ou l'autre, il est intéressant. Son livre qui est ouvert dans sa main aussi. Hein, ça raconte une histoire, cette figurine-là. Puis à la grosseur qu'il a, on voit que c'est une divinité qui s'approche sur le champ de bataille. On voit que c'est vraiment pas un squelette parmi tant d'autres. Là. On est ailleurs. Donc ça, c'est une des figurines qui n'a pas fait la cote, mais on met à faire une mention spéciale. Et le deuxième, ben, c'est le Black Coach des Night Hunt. La figurine, elle est magnifique. En fait, ici, je pense qu'elle n'a pas fait la cote simplement parce qu'elle n'a peut-être pas le côté épique de d'autres figurines qu'on a mentionnées. Puis ici, je me permets une petite parenthèse. Je pense qu'entre autres, c'est à cause de ses règles. Je pense qu'il est tellement pas imposant sur le champ de bataille qu'il n'y a personne qui l'a joué et qui a dominé avec ça. Fait que la figurine n'a malheureusement pas marqué encore, je pense, les tables de Warhammer, mais la figurine, elle a tellement de mouvement, tellement de dynamisme, hein, les chevaux qui volent, qui dépassent la base, ils vont pas en ligne droite, là, on voit qu'il y a un mouvement dans tout ça qui est fascinant. Je veux dire, ce qu'ils ont fait, c'est magnifique. Il y a un moyen, encore une fois, de la peindre de plusieurs façons intéressantes. Il en manquait pas gros pour qu'il fasse la cote. Non, c'est vraiment une très, très belle figurine aussi parmi les behemoths de Age of Sigmar. Et pour finir, l'autre qu'on n'a pas inclus dans le top 10, mais que je pense que plusieurs de nos auditeurs incluraient dans leur top 10, c'est le Keeper of Secrets. On parlait tantôt d'élégance et de force. On est vraiment dans cet esprit-là avec ce démon majeur de Slaanesh. Puis Games Workshop a été audacieux hein, sur cette figurine-là. Son caractère androgyne, ni homme, ni femme. Et je trouve ça vraiment intéressant où ils ont été là, avec le Keeper of Secrets. Fait que non, encore là, c'en est un là, qui était dans le top 10, il l'était plus, il l'était plus, mais clairement, c'est une des belles figurines de Games Workshop. On peut lui reprocher, toutefois, autant il rend bien l'esprit un peu de Slaanesh en étant androgyne, en étant extrêmement élégant, en ayant aussi une posture un peu arrogante, un peu sûre d'elle-même, suffisante peut-être plus que arrogante comme posture. En même temps, on peut lui reprocher aussi sa posture un peu statique. Il semble être en train d'avancer lentement, donc il n'y a pas une posture dynamique de combat ou
Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui nous a influencé là, dans le fait de ne pas le placer dans le top 10. Alors voilà, c'était notre top 10 des plus beaux behemoths de Age of Sigmar. J'imagine que plusieurs d'entre vous avez d'autres goûts, auriez fait un top 10 un peu différent. Laissez-nous savoir dans les commentaires s'il y a des figurines dont on n'a pas parlé et qui, à votre avis, auraient eu leur place dans le top 10. Et mentionnez-nous quelle figurine, mais expliquez-nous aussi pourquoi, selon vous, cette figurine-là aurait dû se trouver dans le top 10 et à quel rang dans le top 10. Et s'il y a des figurines qu'on a placées dans notre top 10, mais que vous n'êtes pas d'accord, on est très intéressé de savoir pourquoi vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce qui fait que ces figurines-là sont, à votre avis, à une position inférieure que celle à laquelle on l'a placée. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et sur ce, bon Wargaming!